Annick Sauret, je suis la fille d'Yvette Paré-Moison. Je suis Sylvain Maresca. J'ai consacré près de 3 ans à cette enquête sur le destin de cette femme pendant la guerre. Je suis née en juillet 1942. Ma mère est très jeune. Elle s'est mariée à 16 ans et demi. Elle a eu mon frère à 17 ans et demi. Moi à 21 ans. Elle n'est pas mûre, elle n'est pas mature. C'est une gamine. En octobre 1942, mon père est hospitalisé à l'hôpital de Rennes pour un abcès au poumon, mais il va rester là 16 mois. Donc, ma mère se retrouve sans aucun argent, puisque la paye de mon père ne tombe plus, elle-même ne travaille pas, donc elle n'a qu'une idée en tête, c'est Émile et Blanche, un frère qu'elle adore et avec qui elle s'entend très bien. Donc elle les contacte pour savoir si en cette fin d'année 1942, elle peut venir avec les enfants pour passer Noël. Donc fin 1942, tous les trois nous arrivons à Nantes chez Émile et Blanche. Et début 1943, elle disparaît. Donc là, Émile et Blanche sont bien ennuyés parce qu'ils se retrouvent avec 2 enfants qui ne sont pas à eux. Mon frère est parti chez la grand-mère à Redon. Elle l'a élevé jusqu'à l'âge de 15 ans. Et Émile et Blanche, ils ont choisi de me garder moi puisque j'étais la filleule d'Émile. Émile et Blanche étaient des très bons parents pour moi. Je n'ai manqué de rien. J'étais une petite fille gâtée, toujours bien habillée, qui travaillait bien à l'école. Seulement le problème, c'est que pendant 12 ans, ils m'ont caché mon identité. Ils m'ont jamais dit qu'ils étaient pas mes parents, parce que bien entendu, je les appelais papa et maman, ce qui est tout à fait normal. C'est à l'âge de 12 ans que j'ai appris brusquement que Émile et Blanche n'étaient pas mes parents, mais mon oncle et ma tante, et que j'avais un père biologique, que c'est lui-même qui m'a appris son existence, et c'est lui qui m'a dit que j'étais sa fille. Quand mon père m'a dit « je suis ton père », j'ai dit et ma mère alors, où quelle est ma mère? Donc, mais là, il n'y a pas de réponse. Personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Ma mère était un sujet tabou et c'est bien malheureux, quoi. À partir du 1er janvier 1943, Yvette a disparu pour tout le monde. Moi, je me suis lancé dans l'exploration des archives. Ça s'est échelonné sur 2 ans, parce que le travail dans les archives, c'est un travail long. On s'est rendu compte que des femmes étaient parties travailler en Allemagne pendant la guerre. Et ça, on n'en savait rien. D'ailleurs, même les archivistes des archives municipales ou départementales, au départ, n'en savaient rien. Alors qu'il y a quand même 80 000 femmes qui sont parties pendant la guerre travailler dans les territoires du Reich. Pourquoi cette toute jeune femme avait-elle choisi d'aller travailler en Allemagne pendant la guerre? Qui est la question qu'on se pose forcément à propos de toutes ces femmes, puisqu'elles sont juridiquement volontaires. Elles ont signé un contrat de volontaire. J'imagine que tout le monde pensait qu'elle traficotait avec les Allemands, et donc il valait mieux fermer sa bouche, parce que les gens craignaient pour leur vie aussi. Personne n'a cherché à savoir où elle était passée. Quand mon père est mort, il m'a donné le certificat de décès de ma mère, le petit papier, là, comme ça. Il m'a dit, c'est tout ce que j'ai à te donner. C'était écrit qu'elle était morte le 1er janvier 1944, à Vienne, en Autriche, et il y avait un numéro de déportée. J'ai aucune explication. Pourquoi elle est en Autriche? Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Je ne sais pas. Pourquoi elle est déportée? Elle n'est pas juive. Je me posais un tas de questions. En fait, elle n'était pas vraiment déportée, mais j'imagine que pour qu'elle parte travailler là-bas, il fallait un numéro. C'est en m'adressant aux archives de Vienne, en Autriche, que j'ai reçu la précision qu'à la mi-juin 1943, elle avait été admise dans un établissement sanitaire pour femmes de la périphérie de Vienne. Ça attestait pour la première fois qu'elle était à Vienne, mais ça montrait simplement aussi, et ce qui est assez important, qu'elle était à Vienne au mois de juin,
alors que la police la recherchait encore à Nantes au mois d'octobre. Donc la police ne savait même pas qu'elle était partie. Ils ignoraient totalement ce qu'elle était devenue, en fait. Ils ne savaient pas qu'elle était partie en Autriche, ils ne savaient pas quand. Ce tabou familial, il se redouble d'un tabou national, c'est-à-dire comment l'histoire officielle de la Seconde Guerre mondiale a mis un éteignoir sur ces destins-là. C'était massivement des femmes jeunes, de milieux citadins, plutôt de milieux populaires, ouvriers, qui venaient de familles dysfonctionnelles, familles dans lesquelles la solidarité ne fonctionnait pas, voire conflictuelle. Donc dans beaucoup de cas, des femmes qui avaient un intérêt majeur à fuir leur famille. Or, je pense qu'une des obsessions d'Yvette, c'était de mettre son mari le plus loin possible pour éviter qu'il interfère de nouveau dans sa vie. C'était présenté comme avantageux de partir, les salaires étaient meilleurs, bon travail, formation, tout ce qu'on veut, enfin la propagande là-dessus y allait à fond, et que de cette manière-là, elle pourrait contribuer à l'entretien de ses enfants. C'était un calcul tout à fait rationnel. Elle s'est retrouvée à être cantinière dans un restaurant d'une des principales gares de Vienne. Il a fallu donc qu'elle s'arrête de travailler pour être hospitalisée pendant un mois. Elle est retournée travailler en septembre et on voit qu'en décembre, fin décembre, elle est de nouveau hospitalisée et elle meurt. Je connais maintenant sa destinée. Pour moi, c'est excessivement important. J'ai pensé que pour en arriver là, elle avait dû être très malheureuse et que pour elle, c'était un échappatoire ou c'était une bouée de sauvetage. Elle ne nous a pas laissés comme ça. Elle nous avait mis entre de bonnes mains, donc je ne lui en veux pas forcément.